Hola, ¿qué tal les amis, comment estás? Aujourd'hui, une vidéo, mais il y a longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo, tant vous me posez des questions depuis des années sur les décennales, dans les commentaires, me dire, est-ce que je dois prendre la décennale pour ça? Avec ce statut, est-ce que je dois être assuré? Est-ce que la responsabilité civile, c'est obligatoire? Est-ce que si je suis auto-entrepreneur, je peux bosser sans décennale? Alors vous savez quoi les amis? Avec Synertiel, qui est partenaire de cette vidéo, on s'est dit, et si on faisait une vidéo qui traite du sujet? Eh ben, c'est ce qu'on a décidé de faire. Je ne vais pas la faire toute seule, cette vidéo, puisque au sein du réseau Synertiel, vous savez qu'il y a des adhérents, dont je fais partie, mais il y a aussi des partenaires. Et aujourd'hui, je suis avec Simon. Simon qui est partenaire du réseau Synertiel. Simon, son job, c'est les assurances, plus particulièrement responsabilité civile, décennale. Et aujourd'hui, on va parler de ça et je vais lui poser toutes les questions que vous me posez depuis des années. Et d'ailleurs, rappel pour ceux qui ne connaissent pas Synertiel, c'est un réseau d'artisans français national que j'ai intégré en 2014, 10 ans déjà que je suis chez Synertiel. Synertiel, ça permet quoi? Ça permet de réseauter avec les copains, ça permet de s'échanger du travail, ça permet aussi de bénéficier de prix et d'avantages en fait chez tout un tas de partenaires, que ce soit pour votre outillage, que ce soit pour vos assurances. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, que ce soit pour la quincaillerie, que ce soit pour des véhicules, énormément de choses, donc énormément d'avantages à intégrer le réseau Synertiel. Si ça vous intéresse, c'est toujours en description de mes vidéos également. Vous avez un lien pour aller chercher des informations si jamais vous voulez pas rester tout seul et que vous cherchez des copains artisans. Allez, c'est parti. On retourne donc sur la vidéo du jour, sur le sujet de l'assurance avec Simon. Hola, ¿qué tal Simon? Comment estás? Salut Laurent, comment tu vas? Écoute, ça va très très bien. Je suis très content qu'on fasse cette vidéo enfin tous les deux parce qu'on en avait parlé il y a quelques temps à l'époque. On avait dit qu'il faudra faire une vidéo ensemble. Je me rappelle, on était sur un bateau en Méditerranée. Et puis voilà, presque un an après, pas tout à fait, on y est enfin. Il a fallu qu'on trouve un petit moment dans nos agendas pour pouvoir faire ça, mais aujourd'hui c'est fait et j'en suis très content. Donc c'est parfait. Alors Simon, tu sais que moi, mon métier, c'est les artisans. Je sais que c'est également ton métier, les artisans. Et là, on se pose évidemment plein de questions quand on est artisan et qu'on démarre son activité sur la fameuse décennale, qui est la grosse assurance qu'on doit prendre. D'ailleurs, première question, elle est bien obligatoire, cette assurance décennale, quand on est artisan? Ah oui, je te confirme, elle est bien plus qu'obligatoire puisque c'est une obligation légale. Au même titre qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas rouler en voiture sans assurance, et c'est exactement pareil pour un artisan du bâtiment, il ne peut pas travailler sans avoir son assurance décennale. Est-ce que c'est tous les artisans qui sont concernés par cette obligation, ou est-ce que par exemple il y a des artisans qui pourraient passer au travers, par exemple les multiservices, un paysagiste, j'imagine qu'il n'a peut-être pas besoin de décennale sur les buissons, mais remarque qu'il doit avoir de la décennale sur peut-être les maçonneries de jardin. Ça se trouve, j'ai fait la réponse en même temps que la question. Du coup, est-ce qu'il y a des niches qui sont un petit peu, qui ne sont pas obligées d'avoir l'assurance décennale? Non, globalement, tout le monde doit y passer. Même un peintre, lui, il n'est pas obligé, le peintre. Si, figure-toi qu'un peintre, aujourd'hui, il a quand même une obligation d'assurance décennale. En fait, si tu veux, au-delà du métier, aujourd'hui, la loi, elle te dit qu'à partir du moment où tu passes un marché de pose, donc on appelle ça un contrat de louage d'ouvrage, tu as une obligation d'assurance décennale. Aujourd'hui, un sinistre, par exemple, parce que tu parles du peintre en peinture, on pourrait se dire finalement, on ne touche pas à la structure, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une assurance décennale. Eh bien, figure-toi que si, parce que si demain il devait y avoir un sinistre et puis que ce sinistre ensuite serait décidé au judiciaire, donc par un tribunal, il pourrait être reconsidéré comme de la décennale pour plusieurs raisons, parce qu'on est sur un ouvrage de grande ampleur, ou il peut y avoir plusieurs raisons qui font que le sinistre peut être requalifié de décennale. Et donc, du fait, tous les artisans aujourd'hui ont une obligation, peu importe le métier. Alors, souvent on me pose cette question aussi, est-ce que je dois avoir une décennale? Est-ce que je dois avoir une biennale? Qu'est-ce que c'est une biennale? En fait, si tu veux, globalement, une biennale en contrat d'assurance, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la loi, elle dit que tu dois avoir une assurance décennale, donc qui va couvrir ton chantier pendant 10 ans. Et donc, tu as aussi, qui est très souvent, en 99% des cas, couplé à une responsabilité civile. Mais globalement, si tu veux, la biennale n'existe pas. Ça reste un contrat d'assurance décennale, avec dans le contrat d'assurance décennale des garanties, donc qui peuvent être des garanties complémentaires ou des garanties obligatoires, mais on parle tout le temps de décennale. Et c'est 10 ans? C'est 10 ans. C'est 10 ans, la loi l'oblige, donc c'est 10 ans, et c'est 10 ans à compter de la réception de tes travaux. Donc bien évidemment, tu as des garanties en cours de chantier, parce qu'il peut arriver plusieurs choses pendant une phase chantier,
mais la garantie décennale prend effet à partir du moment où tu as réceptionné ton chantier. Ok, alors j'ai trop de questions à te poser. Non, mais vraiment, j'ai trop de questions. Mais imaginons, je suis plombier, je vais poser un robinet. Mon robinet, il est garanti 2 ans par mon fabricant. Je ne peux pas avoir une garantie de 10 ans sur un robinet si mon fabricant le garantit 2 ans. Alors, c'est différent. Tu as la garantie fabricant qui va garantir le produit en lui-même s'il est défectueux. La garantie décennale, finalement, elle va venir couvrir la pose, s'il y a un défaut de pose. Donc, tu vas avoir le sujet responsabilité civile si toutefois ça va engendrer un sinistre, par exemple lors d'une fuite. Si le parquet a pris l'eau, si ça a abîmé les peintures, tu vas causer un dommage à autrui. Et donc, c'est considéré comme de la responsabilité civile. Et puis, plus grave, si toutefois le bâtiment s'effondre parce qu'il a pris l'eau, enfin, je te donne l'exemple le plus grave. Mais là, c'est la garantie décennale qui va jouer. Ok. Tu parles donc d'une assurance dont, en général, quand on parle de l'une, on parle de l'autre, puisqu'on dit souvent une responsabilité civile et décennale. Il me semble d'ailleurs que très souvent, elles sont souscrites en même temps et dans la même compagnie. Est-ce que c'est deux contrats différents? Est-ce que ça peut être dissocié ou c'est toujours associé? C'est encore une fois dans 99% des cas, hors cas très spécifiques, la décennale est souscrite avec la responsabilité civile. En fait, de par le fait que si tu veux, on assure un métier, on n'assure pas une garantie. Donc, tu vas avoir pour l'activité de plomberie ou pour l'activité de charpentier, pour l'activité de plaquiste, une garantie décennale plus une garantie responsabilité civile. D'accord. Là, pour expliquer aux gens, ou plutôt pour expliquer à un enfant de 6 ans la différence entre une responsabilité civile et une responsabilité décennale, comment est-ce que tu expliquerais ça? Alors, on va essayer de donner un exemple de sinistre. Je pense que c'est le plus simple. Ouais, très bien. Et comme ça, on va mettre en jeu les garanties en live. Admettons demain, Laurent, tu refais faire ta toiture. Donc, tu appelles un couvreur. J'appelle les couvreurs occitans. J'appelle ma boîte. J'appelle les couvreurs occitans, c'est ma boîte. Alors, pas si un sinistre. Pas si un sinistre. Admettons que la couverture se pète la figure. Ouais. Et puis, entre-temps, il pleut. Donc, tout ce qui va être des dommages causés à autrui, donc qui sont hors dommages finalement, c'est pas la cause, c'est les conséquences. En fait, la garantie responsabilité civile, elle va venir rembourser les conséquences d'un sinistre. Donc, par exemple, si la toiture s'est effondrée, ça a engendré, encore une fois, je le disais, un sinistre sur les peintures, sur les parquets, tout ce qui existait déjà finalement. Là, c'est de la responsabilité civile puisque tu vas causer un dommage à autrui. Par contre, le remplacement de la toiture, qui est un ouvrage, enfin, qui fait partie du clos et du couvert de la maison, là, c'est de la garantie décennale puisque c'est la cause. Même si on est en cours de chantier? Alors, si on est en cours de chantier, dans quasi tous les contrats d'assurance, tu as une garantie en cours de chantier. Donc, qui va venir couvrir, donc c'est plutôt une garantie de responsabilité civile, qui va venir couvrir les dommages en cours de chantier. C'est pour ça qu'il est très important de faire un PV de réception de chantier, parce qu'une fois qu'on a fait ce fameux PV de réception de chantier, c'est à partir de là, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que va commencer à entrer en vigueur la garantie décennale, et non plus l'assurance de chantier. Exactement. Ce qui fait que si vous ne réceptionnez pas un chantier, que le client n'a pas payé la facture, et que ce truc-là traîne pour une bêtise, vous êtes toujours en assurance de chantier, les copains. Donc, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas laisser comme ça des chantiers ouverts, non réglés, non réceptionnés, parce que sinon, c'est toujours sous votre assurance de chantier s'il y a un pépin en cours de chantier. Tout à fait. Et puis, il y a quand même, il y a des conditions à tout ça. Et effectivement, donc il faut signer ce PV de réception pour lancer la garantie décennale. Donc, il faut que le chantier soit réceptionné. Donc, après, tu as plusieurs types de réception. Mais la plus classique est de signer un PV de réception, même s'il y a des réserves, parce qu'il peut y avoir des réserves sur un chantier. Il faut absolument faire signer un PV de réception à la fin d'un chantier. Très bien. Alors maintenant, une autre catégorie de questions qui m'arrive très souvent sur les réseaux sociaux. Souvent, j'y réponds parce qu'elles sont pleines de bon sens, mais je voudrais vraiment valider ça avec toi. On va imaginer que demain, par exemple, je suis couvreur. Ça tombe bien parce que je suis couvreur. Et puis, je décide de faire des travaux d'électricité. Parce que j'aime bien ça. Je sais le faire, je mets les doigts sur les fils, et dès que ça pique pas, je sais que c'est bon. Et dis-moi, est-ce que tu vas pouvoir m'assurer pour des travaux d'électricité si je suis couvreur ou si je monte mon activité et que je me lance, sous quelles conditions tu vas pouvoir m'assurer par rapport à mon métier? Alors, il faut savoir que, c'est une très bonne question parce que j'ai encore eu le cas ce matin, donc on peut bien en parler. Il faut savoir que pour chaque activité que tu veux assurer dans un contrat d'assurance décennale, il faut que tu puisses justifier à ton assureur que tu as de l'expérience ou que tu as un diplôme sur le métier pour lequel tu veux t'assurer. En toute logique, au même titre que si demain, moi, je voulais devenir pilote de F1,
on va me demander si toutefois j'ai les qualifications pour le faire et si j'ai l'expérience pour le faire. Bon, bah, c'est exactement pareil pour une entreprise de bâtiment. On aura du mal à donner une garantie pour une activité spécifique si toutefois en fait, vous n'avez pas les compétences en interne. Alors la compétence, elle est pas nécessairement portée par le gérant, parce que le gérant, bah, il n'a pas 1000 bras, il ne peut pas faire tous les métiers. Mais par contre, rien ne t'empêche demain, si tu veux développer une activité, d'embaucher un salarié qui a déjà une expérience dans une structure dans laquelle il aurait travaillé et dans laquelle il a déjà pratiqué l'activité. Donc quelqu'un qui voudrait se lancer mais qui n'a pas la compétence pourrait le faire s'il embauche un salarié qui a la compétence ou s'il s'associe avec quelqu'un qui a la compétence. Ou s'il passe des formations, ou s'il passe des qualifications qui sont diplômantes, qui justifieraient à l'assureur que finalement il y a eu tout un travail de qualification et de savoir-faire sur le métier. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très fréquent que des plombiers fassent, bon, ils font plomberie chauffagiste, en général, ils sont assurés pour ça parce que c'est leur métier de base, mais quand ils ont à refaire la salle de bain, on leur demande de faire un peu de maçonnerie, un peu de placo, un peu de carrelage, et puis pour déplacer la prise de courant, on ne va quand même pas appeler l'électricien pour bouger une prise et 2 ampoules. Donc est-ce que lui, le plombier, il peut prendre en toute sécurité tous ses travaux à sa charge? Est-ce qu'il doit prévenir son assureur? Est-ce qu'il doit être formé pour ça? Comment ça se passe? Alors, du coup, ça m'amène à une réponse que je vais développer en 2 sujets. Très bien. Si tu veux, tu as, et c'est important pour les artisans qui nous écoutent aujourd'hui, de bien lire une attestation d'assurance, parce que c'est pas si simple, et c'est là où justement il faut se retourner vers son courtier ou son assureur pour bien expliquer les sujets. En fait, tu as ce qu'on appelle dans un contrat d'assurance décennale l'activité principale. L'activité principale, c'est l'activité pour laquelle tu peux signer un marché. Donc, de manière seule. Donc, une bêtise, par exemple, tu es plombier, tu ne pourras signer que des marchés de plomberie en pause. Très souvent, dans les nomenclatures d'activités du BTP, tu as des activités complémentaires et accessoires à ton activité principale. Et donc, dans ces activités complémentaires et accessoires, on te donne la possibilité de faire des travaux qui sont connexes à ton activité principale pour pouvoir faire tes installations correctement. Donc, en fait, c'est important d'aller regarder dans ton attestation d'assurance les activités accessoires et complémentaires pour savoir si en complément de mon activité principale, je peux faire ces petits travaux qui au quotidien sont nécessaires à la bonne mise en place de mon chantier. Très bien, donc en fait, si on a un changement de stratégie dans son entreprise et qu'on faisait de la plombier chauffagiste et qu'on décide de refaire des salles de bain, pas de souci, il faut juste penser à regarder, à appeler son assureur ou son courtier et le cas échéant, faire modifier son contrat par rapport aux nouveaux travaux annexes, donc complémentaires qu'on vient d'ajouter. Tout à fait, il faut voir si ce n'est pas déjà assuré dans le cadre de l'activité principale. Pour pouvoir faire ces travaux. Ok, est-ce que tu peux répéter la phrase? J'ai une petite coupure au niveau du réseau. Oui, moi aussi. Donc, vérifier sur son attestation d'assurance que ces activités ne sont pas déjà en accessoire ou en complémentaire. Et auquel cas, ça ne l'est pas, rajouter des corps de métier à sa décennale pour pouvoir faire ses travaux complémentaires. Ok, ça c'est clair. Donc je pense que ça répondra également aux plaquistes qui veulent faire de la peinture, ça répondra aux électriciens qui font un peu de placo. Bon, on est carré là-dessus. Maintenant, il y a une activité pour laquelle je n'ai pas la réponse, et on me pose souvent la question, c'est le multiservice. Parce qu'il y a des gens qui se montent en multiservice, c'est-à-dire qu'ils font un peu de tout, souvent pour rendre service, ça porte bien son nom. Ils ne se lancent pas dans des gros travaux. Et comment est-ce qu'on peut assurer ce type de petits travaux quand on fait du multiservice? Alors, au même titre qu'aujourd'hui, moi j'ai des entreprises au téléphone qui m'appellent et qui me disent, où je leur demande quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui dans votre société. Et ils me disent, écoutez, moi je suis entreprise générale. Donc, c'est souvent en plus des petites structures qui te disent, je suis entreprise générale. Mais il faut savoir que tu ne peux pas être assuré pour toutes les activités de la nomenclature du BTP. Parce que comme je le rappelais tout à l'heure, il faut que tu justifies pour chaque activité que tu as une compétence dans ta société. Donc, pour ce type de sociétés qui sont multiservices, donc c'est souvent des corps de métier qui sont du second œuvre, il faut qu'ils puissent nous justifier qu'il y a potentiellement un plombier, un électricien, un plaquiste, et qui s'assure finalement pour les métiers pour lesquels il va intervenir au quotidien. D'accord. Donc ça marche pareil, si tu veux, sur tous les types de métiers. Il faut vraiment justifier que tu as une compétence en interne. C'est compliqué parce qu'en fait, quand tu fais en l'occurrence du multiservice, c'est justifier que tu as fait tous les métiers. Ça me semble un petit peu compliqué et pourtant, du coup, beaucoup de gens en font et il y a de plus en plus de demandes. Alors, c'est quelquefois juste des bricoles, hein, c'est pour aller chez la mamie, reposer un placard, changer une prise de courant,
mais, changer un robinet ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des bricoles. mais tu sais, c'est souvent les bricoles qui engendrent des fois les plus gros sinistres. Et finalement, tu peux pas mettre de demi-mesure dans un contrat d'assurance. C'est je fais cette activité, si je déplace une prise et que je fais de l'électricité, je dois être électricien. Si je refais un placard, je dois être menuisier. Si je fais un petit peu de placo, je dois être plaquiste. Parce il y a pas de demi-mesure. Au même titre qu'il n'y a pas de petits travaux, de petites maçonneries. Quand on assure de la maçonnerie, on assure de la maçonnerie globalement. On n'assure pas des petits travaux. Il faut être assuré pour des métiers et être qualifié pour les métiers pour lesquels on intervient. Ok, j'ai bien compris. Autre petite question, est-ce qu'en fonction de la taille de notre entreprise, on va avoir un interlocuteur différent? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, on va aller voir son assureur, est-ce que quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit tout seul, unipersonnel, ou qu'on ait une boîte avec 50 salariés, dans le fond, c'est le même type de cabinet qui vont s'occuper, ou le même type de courtier, ou le même type d'assureur qui vont s'occuper de l'artisan? Alors, tu peux avoir des interlocuteurs qui sont différents déjà au sein d'un même cabinet, puisque tu peux avoir des chargés de clientèle sur du petit compte, des chargés de clientèle sur du grand compte pour les gros cabinets qui en fait, si tu veux, comment dire, font la distinction entre la taille des entreprises et donc du coup embauchent du personnel pour traiter différents types de sujets. Tu peux avoir aussi des courtiers d'assurance. Alors, pour une petite société qui a son courtier à côté de son bureau, bah, c'est toujours plus simple d'avoir un interlocuteur avec qui tu as l'habitude de parler. Pour les très grosses sociétés qui ont 500, 600 personnes, qui font des chiffres d'affaires à plusieurs millions d'euros, c'est souvent adressé au grand courtage. Donc en fait, en fonction de la taille de ton entreprise, tu vois, par exemple, un courtier international qu'on appelle le grand courtage, quand tu es, quand t'es en auto-entreprise, ils vont pas nécessairement venir te regarder. Alors qu'un courtier de proximité, bon, bah là, il aura peut-être plus intérêt à regarder parce que tu vas peut-être te développer, ta boîte, elle va grossir, tu vas peut-être acheter des véhicules, tu vas peut-être prendre des locaux. Et donc, du coup, bah, tu as nécessairement des interlocuteurs qui sont différents. Et après, il y a quand même une cible qui est assez mal adressée aujourd'hui. C'est, à mon sens, hein, ça ne reste que mon avis, c'est la cible de la moyenne entreprise, typiquement la boîte qui fait entre 500 000 et 2,5 millions de chiffre d'affaires, où en fait, si tu veux, ça devient un peu trop gros pour un courtier de proximité qui n'est pas spécialisé en construction et qui va, sur des questions techniques, un petit peu pêcher, et qui n'est pas adressé non plus par le grand courtage, parce que c'est trop petit par le grand courtage. Et donc, du coup, c'est souvent une cible qui est mal accompagnée. Nous, c'est un petit peu la cible qu'on adresse aujourd'hui, c'est de vous dire, bah, en fait, on vous considère comme un grand compte et comme un petit compte, on essaie de vous accompagner sur tous vos aspects. Mmh. C'est la même chose dans la banque. Je te le dis, Mm. dans la Ah, banque, c'est pareil, on est à la taille bâtarde entre trop gros pour rester souvent en petite agence et un petit peu trop petit pour passer dans les agences spéciales dédiées aux professionnels. J'ai connu ce passage quand mon entreprise elle a grandi. C'est vrai que c'est une taille un petit peu bâtarde pour beaucoup de gens. On ne sait plus trop où nous situer. Et puisqu'on parle de taille d'entreprise, il y a une question qui me revient très souvent, c'est mais est-ce que je dois m'assurer vu que je suis en micro? alors, et on va répondre très rapidement à ce sujet. Toute entreprise qui passe un marché de pause, peu importe son statut juridique, peu importe qu'il soit seul ou qu'il soit sans, obligation d'assurance décennale. Il ne faut pas se poser la question. Je fais des petits travaux, je suis tout seul, je fais des petits travaux de peinture, obligation d'assurance décennale. Et voilà, Parfait. la loi est très claire là-dessus. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Par contre, du coup, j'ai une autre question à te poser parce que quand on est en micro, en fait, on ne peut pas déduire les frais, hein, puisque c'est un peu le principe de la micro-entreprise. Donc, les frais sont à notre pomme. Donc, on a intérêt à ce que l'assurance, elle coûte le moins cher possible. Alors, comment est-ce que c'est calculé le prix d'une assurance décennale? J'imagine que ce n'est pas le même prix en suivant en fonction des métiers, parce qu'il y a des métiers plus à risque que d'autres où les réparations coûtent plus cher. Et ce n'est pas non plus le même prix, j'imagine aussi, en fonction de la taille de la structure. Est-ce qu'il y a des coefficients de bonus-malus, comme quand on est un bon conducteur ou un mauvais conducteur? La question du prix, elle est vraiment importante. Et si tu peux commencer par les petites entreprises, donc du coup, un micro, combien il va payer, quelle fourchette, quel pourcentage? Enfin, je te laisse répondre, tu as compris la question, je pense. Je vais te répondre d'une manière globale et je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne parce qu'en fait, ça marche pareil pour la grosse comme pour la petite. Donc, tu as deux systèmes de tarification aujourd'hui. Alors, qui est plutôt fait d'ailleurs pour les petites entreprises, c'est la prime forfaitaire. Donc, tu as certains assureurs qui tarifient par exemple au nombre de salariés ou par tranche de chiffre d'affaires.
Et ça c'est de la prime forfaitaire, c'est-à-dire qu'on te dit, bon, bah, c'est 1500 euros, quoi qu'il arrive, tous les ans, ça ne bougera pas. Et après, donc ça reste quand même une minorité des contrats sur le marché. Et puis après, tu as ce qu'on appelle la prime révisable. Et ça, c'est, on va dire, 90% des contrats sur le marché. Donc je pense que ça concerne quand même pas mal de contrats des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Comment se calcule un contrat d'assurance décennale? Grosso modo, effectivement, et tu l'as bien dit, des activités de seconde œuvre qui sont moins à risque que des activités de grosse œuvre coûtent nécessairement moins cher. Plus tu vas monter en activité importante, de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture, où les sinistres en fait peuvent être beaucoup plus chers finalement, nécessairement tu vas avoir des primes d'assurance qui sont plus importantes. Alors il y a quelques éléments qui rentrent en jeu pour le calcul d'une cotisation. Tu as d'une part tes activités, d'autre part ton chiffre d'affaires, parce qu'en fait ton chiffre d'affaires indique un volume de chantier que tu réalises finalement tous les ans. Si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est que tu as fait nécessairement plus de chantiers, donc tu as pris plus de risques qu'une personne qui a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment. Parce que là, c'est logique. Le taux de sous-traitance, ça va venir également impacter ton tarif. Éventuellement, si tu fais de la négoce, il y a certaines boîtes qui font de la vente sans pause, donc c'est pas soumis à décennale, donc on va le retirer de l'assiette de cotisation décennale. Et tout ça, après, ça va te donner un taux pondéré. Donc, ça va dépendre du profil de l'entreprise. Et ce taux va être calculé va être multiplié par ton chiffre d'affaires. Donc, je te dis une bêtise, si par exemple tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et que le taux contractuel de ton contrat il est de 0,70, et ben, tu vas payer 0,70 de 100 000 euros de chiffre d'affaires en contrat d'assurance décennale. Donc, ça va te donner une prime hors taxe. Parce que on parle souvent du hors taxe, puis après, tu as un TTC, tu as à peu près 9% de taxes en assurance. Et c'est comme ça que se calcule un contrat. Et ça amène à une deuxième chose, je ne sais pas si tu avais déjà la question en tête, mais du coup, je me lance comme je suis sur le sujet. Comme on est sur des contrats révisables, c'est toujours du prévisionnel. Donc toi, Laurent, par exemple, quand tu commences au 1er janvier, alors je ne sais pas quand est-ce que tu clôtures tes bilans, mais grosso modo, au 1er janvier, tu vas te dire, bon, bah moi, cette année, je pense que je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, gros coup de chance, Laurent, tu as hyper bien bossé, finalement, tu en as fait 1,5 million. Le calcul de ta décennale, il a été fait sur la base de 500 000 euros de chiffre d'affaires, sur un prévisionnel. Donc, tu as payé 0,70 de 500 000. Bon, il s'avère que voilà, tu as cartonné, tu as fait une super année. Finalement, tu as pris plus de risques, tu as pris plus de chantiers. Et donc, pour l'assureur, ça constitue pas une aggravation de risque, mais tout du moins, il y a de la prime d'assurance que tu n'as pas payée sur les chantiers que tu as réalisés. Et donc, il va y avoir un système de régule. En fait, on va venir taper de la prime complémentaire en fonction du chiffre d'affaires que tu as réellement réalisé. Et ça, souvent, c'est un sujet un peu anxiogène pour les artisans. Oui, moi je le connais parce que on est en croissance depuis des années et je suis habitué effectivement à ce phénomène, mais effectivement il faut le savoir, donc c'est un coefficient. Mais pour les petits copains qui démarrent par exemple, qui sont en micro, du coup c'est forfaitaire j'imagine au départ, ou est-ce qu'on leur demande bon, si c'est en micro, on sait très bien que les chiffres d'affaires du coup ils sont assez bas puisqu'on est limité, il y a un plafond, donc du coup c'est un forfait pour les micro-entrepreneurs? Alors, soit c'est du forfait, soit on est sur des contrats révisables. Souvent, tu as des taux qui sont assez importants pour des entreprises en création parce qu'ils viennent de commencer. Donc, on n'a pas de sinistralité. On ne sait pas comment la boîte va se comporter en termes de sinistre. Et donc, tu vas avoir des taux qui sont un peu plus importants. Et quand tu vas commencer à monter en gamme de chiffre d'affaires, c'est là où il faut être intelligent, c'est appeler ton assureur et lui dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, le taux n'est plus adapté à ce que je réalise en chiffre d'affaires. Il faut que tu m'actualises mon chiffre d'affaires, mon taux contractuel pour que je puisse avoir quelque chose de cohérent sur le marché. Est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels il est particulièrement difficile de s'assurer parce qu'il y a beaucoup de sinistralité, parce que c'est plus compliqué que les autres? Je peux t'en citer deux, trois et une en particulier qui est le gros sujet du moment, je pense notamment dans les énergies renouvelables. Bon, par exemple, le traitement du bois, c'est compliqué à assurer. Des fois, la façade rideau, c'est compliqué à assurer. Bon, voilà, tu as deux, trois activités qui sont un peu touchy, qui sont compliquées. Mais là, je crois la vraie actualité en ce moment de la complexité d'assurabilité, c'est le panneau photovoltaïque. Je connais, je suis en plein dedans, donc Ouais. je ne vais pas dire le contraire. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Ça peut du coup coûter très très cher de s'assurer en photovoltaïque. Alors, au-delà du tarif, si tu veux, c'est déjà trouve un assureur qui veut bien t'assurer en panneau Ouais, photovoltaïque. Déjà, premier sujet avant de ouais, parler du tarif. ouais, c'est vrai. Euh, si je peux en dire deux, trois mots, parce que Ah, vas-y, aujourd'hui, on vas-y. en a fait, nous, une de nos spécialités, et que je t'avoue, je suis un peu passionné par le sujet. Ouais.
Euh, il s'avère qu'il y a quelques années, on faisait de la pose de panneaux photovoltaïques en intégration en toiture. Et finalement, ça a engendré des sinistres comme tu n'as pas idée. Les assureurs Ah ben, payent encore aujourd'hui les sinistres. j'ai idée, hein, parce que c'était mon quotidien que Hmm, de voir les sinistres, parce qu'ils ouais. appelaient le couvreur, les gens, quand ils avaient un problème Oui, en de tant que photo. couvreur, oui, bien sûr. J'en ai vu beaucoup, hein, ouais. Et finalement, les assureurs sont encore en train de payer ce qui s'est passé. On s'est retrouvé aussi avec des systèmes qui n'étaient pas étanches. Et donc, en fait, on se retrouve avec des sinistres sériels. Ça veut dire que sur un même produit, étant donné qu'il a été utilisé X fois sur le marché, bah, tu te retrouves avec le même sinistre à des millions de reprises finalement. Donc, ça coûte extrêmement cher. Et puis, les assureurs sont devenus un petit peu frileux sur cette activité, voire très frileux. Et si tu veux, tu as le CSTB, donc la C2P, qui a mis en observation la famille photovoltaïque. Donc, quand c'est mis en observation par la C2P, et bah, si tu veux, c'est plus considéré comme de la technique courante. Peut-être que c'est peut-être important de rappeler la différence entre la technique courante et la technique non courante, mais euh, un contrat d'assurance décennale, il a vocation à ne couvrir que de la technique courante, pas de la technique non courante. La technique non courante, c'est des techniques de pose qui sont, je ne vais pas dire farfelues, mais sur lesquelles on n'a pas vraiment de DTU, où c'est pas vraiment normalisé, et donc du coup, c'est compliqué, plus compliqué à assurer que des techniques qui sont finalement normalisées. Et du fait que ça a été mis en observation, bah, c'est sorti de la technique courante. Et finalement, bah, c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'assure que de la technique courante sur une assurance décennale. Et donc, pour racheter la clause de technique courante, il y a la liste verte en fait, de la C2P. Donc, c'est des produits qui ont été vérifiés par le CSTB et donc qui garantit un petit peu à l'assureur le principe de fiabilité du produit. Et finalement, sur cette liste verte, aujourd'hui, tout le monde fait de l'assurance en position. Aujourd'hui, plus personne ne fait d'intégration. Sur cette liste verte, il reste plus beaucoup de produits aujourd'hui. Donc, on a d'une part des assureurs qui sont frileux d'assurer la pose de panneaux photovoltaïques de manière générale. Et puis, tu as une autre problématique, c'est qu'on manque de produits sur liste verte. Et donc, les assureurs qui t'imposent de la liste verte, finalement, bah, t'imposent une liste qui est quasi vide. Et donc, il va falloir travailler avec d'autres produits. Et on a aujourd'hui les ETN, qui sont les enquêtes de techniques nouvelles, qui marchent plutôt bien. Il y a beaucoup de produits qui sont sérieux. Moi, j'engage plusieurs discussions avec plusieurs fabricants. On regarde comment c'est fabriqué. Avec l'assureur avec qui on travaille, avec le QBE, si tu veux, on a une liste de procédés qui sont validés. Et puis, quand on donne notre go, on sait que, grosso modo, le produit il est bon. Et voilà, il y a toutes ces problématiques. Il y a aussi beaucoup d'assureurs qui ne veulent pas assurer plus d'un certain chiffre d'affaires en photovoltaïque. C'est-à-dire que si demain tu as envie de faire 100% de ton activité en photovoltaïque, bah, c'est très compliqué. Alors que nous, on a monté un programme où potentiellement tu peux aller jusqu'à 100% de ton activité. Tu as aussi des sujets de puissance, parce qu'en photovoltaïque, tu as des puissances. Donc, en fonction des qualifications que tu passes, le qualifié des 36, le qualifié des 250, le qualifié des 500, si tu veux aller sur des hautes puissances, c'est très compliqué. Tout le monde limite à 36. Enfin, voilà, il y a beaucoup de problématiques. Et nous, on les a très vite compris avec Ronnie, mon associé. On a pas mal travaillé le sujet. Et quand on a été voir un assureur qui s'appelle QB, on leur a dit, bon, bah, voilà ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. On a des boîtes qui galèrent pour s'assurer, alors qu'elles elles sont pas mauvaises, c'est des couvreurs, c'est des électriciens. Elles galèrent sur les puissances, elles galèrent sur les procédés. Bah, on a monté un produit qui, je pense, a un petit peu bougé les lignes dans le monde de l'assurance. Et finalement, bon, bah, notamment les adhérences inertielles qui y ont accès aujourd'hui. C'est un produit qui marche vachement bien. Et puis, on a retourné un petit peu la situation. On s'est mis à la place de l'artisan plutôt que de se mettre à la place de l'assureur. On a traité le sujet par le risque et pas par la personne, si tu veux. Donc, c'est un cadre. Si tu rentres dans le cadre, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas ton assurance. Si tu ne rentres pas dans le cadre, on t'accompagne à pouvoir rentrer dans le cadre avec de la formation. Donc, on a monté des deals avec des centres de formation. Enfin voilà, on accompagne l'artisan à pouvoir s'assurer. Et je pense que c'est ce qui manque. Bien sûr. En particulier, donc du coup, on parle bien sur ce métier-là, hein, sur le métier du photovoltaïque. Ouais, tout à fait. Ouais, qui est un gros sujet. J'ai une question parce que bon, bah, tout le monde peut avoir un sinistre ou des sinistres. C'est Oui. un peu comme quand on est, voilà, c'est comme quand on est bon, jeune permis. Moi, j'ai remarqué les jeunes permis, les garçons, ils ont assez souvent des accidents de voiture la première année et ça peut devenir compliqué de s'assurer. C'est la même chose, j'imagine, pour les assurances professionnelles. Si on est un mauvais élève et qu'on a plusieurs dossiers d'assurance, on peut être radié par sa compagnie? Ton assureur peut te résilier. Ouais. C'est la loi, hein. Aujourd'hui, elle dit que le contrat d'assurance, il peut être résilié par l'assuré et par l'assureur. D'accord.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'un assureur, il préfère un gros pet un jour plutôt que 15 petits pets dans l'année. On préfère du sinistre d'intensité que du sinistre de fréquence. S'il y a de la fréquence en sinistre, c'est que finalement, il y a un truc qui ne va pas dans ta boîte. Soit tes salariés sont mal formés, soit tu prends des sous-traitants qui ne sont pas qualifiés. Donc, on préfère un sinistre à 200 000 euros plutôt que 10 sinistres à 2 000 euros, si tu veux. Un pet, ça peut arriver à toutes les boîtes, finalement, l'assureur. Et aujourd'hui, on s'assure pour ça. Alors, même si l'assurance n'a pas toujours bonne presse, euh, c'est pas vrai. L'assureur, il est là pour rembourser, il est là pour aider les entreprises. Et, euh, et on préfère le gros sinistre qui t'arrive un jour parce qu'il t'est arrivé une merde sur un chantier, ça arrive à tout le monde, plutôt que l'entreprise qui va te faire des sinistres tous les 3 jours. Alors, nous, on a quelques fois, c'est arrivé tiens, la semaine dernière, il y a eu pas mal de flottes à Toulouse. On ne sait pas ce qui s'est passé sur un de nos chantiers. Il y a eu un problème avec l'écran sous toiture, donc le chantier n'était pas terminé. Donc il y a une entrée d'eau, ça a abîmé 12 mètres carrés de parquet dans une chambre. Donc ça arrive, ce genre de pépin ou des auréoles sur le plafond. En général, on ne fait pas jouer notre compagnie, on ne fait pas jouer l'assurance pour ça. Parce que, bon, d'abord, on a une franchise qui va vraiment nous impacter. Ce n'est pas terrible en termes d'image. Là, je sais que j'ai 12 mètres carrés de parquet. Ça va me coûter 1000 balles de faire changer le parquet par un artisan, mais je choisis cette option. Voilà. De faire les travaux moi-même. Quand des fois il y a un peu de peinture à refaire, on a encore une fois en cours de chantier, il y a eu un pépin parce que ça arrive. Hein, moi je fais que de la réno. On ne discute pas trop, on préfère nous-mêmes reprendre ce genre de travaux plutôt que d'aller salir notre image auprès de l'assureur. Souvent en plus, avec l'histoire de franchise, on s'en sort pas et puis c'est pas terrible. Donc on préfère des années sans sinistre et essayer de baisser notre taux de cotisation et négocier la cotisation que d'appeler à chaque fois l'assureur parce que par contre les salariés ont tendance eux à dire « Ah vous inquiétez pas on est assuré ». En fait les salariés ils ont un peu l'assurance facile mais en réalité non ça ne gère pas du tout comme ça l'assurance. Oui effectivement on est salarié, si on est assuré pardon. Si on a un gros pépin on est bien content d'avoir une assurance mais pour les bricoles on ne va pas faire jouer l'assurance à chaque fois, c'est pas possible. On doit prendre nos responsabilités nous en tant qu'artisans des fois des conneries qu'on peut faire sur chantier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais en tout cas nous on travaille comme ça. Je suis 10 fois d'accord avec toi, même 100 fois d'accord avec toi. Il y a deux sujets finalement. Tu as effectivement ton sujet de la franchise. Si potentiellement le montant des réparations est inférieur à la franchise ou un tout petit peu supérieur, bon, bah, de toute manière, ton assureur il va intervenir soit pour zéro, soit pour 200 ou 300 euros. Et ça va te mettre une ligne en plus dans ton relevé de sinistralité. Donc là, pas d'intérêt. Et après, c'est vrai que dans les sociétés, alors c'est valable pour les sociétés de taille moyenne, on va dire. Il vaut mieux avoir un bon SAV en interne, ne serait-ce que déjà pour ton image, parce que du coup, tu interviens rapidement et puis derrière, tu as un client qui était insatisfait qui devient satisfait. Et au-delà de ça, ça t'évite d'avoir de la fréquence, effectivement, sur tes sinistres. Donc, encore une fois, tu as un gros truc, il faut le déclarer et l'assureur est là pour t'aider. Par contre, si tu as des petits pets que tu peux régler toi-même, bah, évidemment, il vaut mieux que tu ailles sur le chantier et puis que tu règles à l'amiable, pas de sujet. Quel est le risque encouru à bosser sans assurance? Il y a un risque pénal par rapport à ça ou... Ouais, Oui, c'est le code civil. d'accord. C'est le code civil. Et puis c'est surtout que, après, c'est sur tes fonds propres. Si tu n'as pas de décennale et que tu as un sinistre à 400 000 euros, si tu n'as pas 400 000 euros de trésor, tu mets la clé sous la porte. Tout Donc le simplement. risque, il est extrêmement grave. Il est extrêmement grave. Parce qu'il y a énormément d'auto-entreprises qui bossent sans assurance. Hein. Je sais, et c'est grave. C'est grave. Alors, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on communique sûrement très mal dans le monde de l'assurance là-dessus. Ils sont peut-être souvent aussi mal conseillés. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'à partir, c'est une assurance qui est obligatoire, c'est légal. Tu l'as passé illégal. Peu importe la taille de ton entreprise, peu importe ton activité, couvre-toi, souscris ton assurance décennale. C'est vraiment la base des bases quand tu commences ton activité. Vraiment. Bon, Simon, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Si on a oublié si j'ai oublié de poser des questions, que vous vous posez des questions auxquelles Simon n'a pas pu répondre aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais mettre tout simplement en description de la vidéo le lien vers Edifice, qui est la société qu'il a fondée, cofondée.
Donc, on a cofondé en 2023, ouais, qui est anciennement SPB. C'est une filiale du groupe. Voilà. Vous lui poserez la question directement, ça sera plus simple. Ou sinon, bah, mettez également en commentaire si vous avez des questions. Si j'ai la réponse, j'y répondrai. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des copains artisans, n'hésitez pas à la partager. Mettez le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Simon, merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis nous, à bientôt peut-être à Paris, sur un salon ou quelque chose comme ça. Je t'attends pour un café. Ça marche avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.